Maintenant, on va analyser sur un autre plan les propos du président togolais. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas comprendre le risque qu'il prend. La deuxième question à laquelle nous répondrons maintenant, c'est maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sans plus tarder, répondons à la première question. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas décisif vers la Russie? Il y a plusieurs raisons. Je commence par les raisons internes. Il fait ce pas décisif vers la Russie parce qu'il a observé que les opinions populaires africaines, y compris l'opinion populaire togolaise, sont remontées contre le néocolonialisme français, contre le colonialisme français et contre tout le système mafieux de la France-Afrique. L'opinion est favorable aux alliances géopolitiques et géostratégiques avec la Russie. Ça, c'est un phénomène de l'opinion africaine en général. C'est la première raison. Il le fait pour se rapprocher d'une des lames profondes de l'opinion africaine et de l'opinion togolaise elle-même. Ça, c'est la première raison. Notez bien les raisons. Il fait cela pour s'aligner sur l'opinion. Parce qu'il est au courant que le peuple togolais se sent proche du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien, en raison de la lutte anticolonialiste que ces peuples, unis à leurs armées et à leurs dirigeants, sont en train de mener. Donc, c'est qu'à partir d'une analyse de l'opinion que Faure Gnassingbé s'est rendu compte qu'il y a une piste là pour se rapprocher de son propre peuple. Bon. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il le fait parce que l'armée togolaise a été sévèrement attaquée plusieurs fois ces dernières années par cette terroriste dont Faure Gnassingbé sait, grâce à son renseignement, et il sait, grâce à son expérience, que ces terroristes sont des mercenaires de l'OTAN et du néocolonialisme français. L'armée togolaise a été sévèrement saignée par ces terroristes plusieurs fois. Et donc Faure Gnassingbé le fait parce qu'il ne veut pas que l'armée togolaise se retourne contre lui. Puisque cette armée pourrait l'accuser de non-assistance à armée en danger, en continuant à coopérer étroitement avec des puissances qui sont derrière les terroristes, il se mettrait à dos son armée, exactement comme l'a fait Mohamed Bazoum, qui n'a pas voulu écouter l'armée nigérienne. Quand l'armée nigérienne lui disait « Ne faisons pas ami-ami avec les terroristes, ne caressons pas les terroristes, c'est le néocolonialisme français qui est derrière, c'est l'impérialisme occidental qui est derrière, président Bazoum, vous le savez. Si nous continuons à caresser les terroristes, ils vont massacrer toute notre armée, toute notre nation, et nous allons être perdants. » Bazoum n'a pas écouté, son armée l'a déposé. Donc le président Faure Gnassingbé sait très bien qu'il ne peut pas laisser les militaires togolais continuer à essuyer des tragédies sans qu'à un moment donné, ces militaires ne soient tentés de se retourner contre lui. Donc le pas vers la Russie est une manière aussi de souder sa relation à son armée et de leur dire « Je suis solidaire de mes soldats qui ont été tués par les terroristes et je ne vais pas continuer à faire preuve de négligence et de laxisme envers les puissances qui financent, qui arment, qui renseignent les terroristes qui ont tué mes soldats. » Est-ce que vous notez les raisons? Nous sommes en analyse géopolitique. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il cela? Deuxième raison, pour ne pas retourner son armée contre lui. Parce que si les terroristes continuent les massacres de militaires togolais qu'ils ont commencé, l'armée togolaise va demander des comptes à son propre chef en disant « C'est la politique antiterroriste que nous menons qui expose nos troupes. Donc, si vous ne prenez pas des mesures fortes, ça veut dire que vous êtes contre nous. » Mais il y a une troisième raison pour laquelle il le fait. La troisième raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il a observé à travers le continent le salaire qui a été versé à tous les dirigeants africains qui ont servi aveuglément le néocolonialisme français. Il a bien vu comment on a traité Kadhafi. Il a bien vu l'impuissance du néocolonialisme français à sauver Bazoum.
Il a bien vu comment on a traité Alpha Condé. Il se souvient de comment on a traité Mobutu. Et donc il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Il a vu comment on a traité Blaise Compaoré. Il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Et qu'à tout moment, celui-ci peut te faire faux bond. Donc la troisième raison, c'est qu'il en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Troisième raison, Faure Gnassingbé en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Il a perdu toute confiance en ce partenariat, notamment aussi parce qu'on s'est mis à utiliser les affaires de biens mal acquis pour le harceler, comme on le fait pour tous les autres héritiers de la France-Afrique, dans le but de les dépouiller des biens qu'ils possèdent ici et qui ont été obtenus grâce justement au fond de leurs États respectifs. Souvenez-vous de l'affaire Bongo, des biens des Bongo, les biens de Félix Houphouët-Boigny, les biens de Mobutu, les biens de Bokassa, eh bien, tous les chefs d'État issus du processus colonial, néocolonialiste français, et qui ont accumulé des biens ici, en France, sont en train d'être dépouillés. On a même dépouillé les Équato-Guinéens. Je dis bien dépouillés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté et qu'ils ont placé ici, tous les comptes bancaires juteux qu'ils ont pu ouvrir et qu'ils ont placés ici, les gens leur ont mis la main dessus. Et au lieu de rendre cet argent, hein, c'est la situation même des biens du Tchad, des dirigeants tchadiens, au lieu de rendre cet argent au pays en question, mais le Trésor français verse ça tranquillement dans ses caisses. Par les temps qui courent à Paris, c'est la dèche. Ils sont en train de racler les biens des dirigeants africains qui ont commis l'imprudence de miser, de garder des billes chez eux. Donc, la relation de confiance qui était le nœud de la France-Afrique, de la génération du président Eyadema, de Mobutu, de Houphouët-Boigny, d'Amadou Ahidjo, toute cette génération-là qui fermait les yeux sur ce que la France pouvait faire dans le continent, cette génération a disparu. Désormais, tous les dirigeants africains, y compris donc surtout ceux qui sont encore au pouvoir, se méfient. Ils se méfient, comme de l'huile sur le feu, du néocolonialisme français. En raison de l'ingratitude des dirigeants de la Ve République, qui ont été d'un tel cynisme envers leurs meilleurs serviteurs sur le continent africain, que plus personne n'a confiance en eux. Donc, rupture de confiance, rupture profonde de confiance avec la France. Ça, c'est la troisième raison. C'est pour cela que Faure Gnassingbé le fait. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est la forte fraternité. Et vous devez constater que c'est cela. La forte fraternité qui lie le président togolais au chef d'État de l'AES. Cette fraternité est née du fait que lorsque la CEDEAO voulait couper la tête au Mali, couper la tête au Burkina, couper la tête au Niger, à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui s'est tenu debout et qui a dit non, le dirigeant qui a refusé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Guinée l'a également fait, jusqu'à un certain point, la Guinée de Mamadi Doumbouya, soyons honnêtes, a aussi refusé de participer à l'embargo contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui a été l'obstacle majeur pour que la CEDEAO écrase l'AES en rond, qu'elle écrase le Mali, le Burkina Faso, c'est Faure Gnassingbé. Donc, sur le plan de la vision géopolitique et géostratégique, ces positions sont pratiquement à 80% concernant la situation du sous-continent ouest-africain, les mêmes que les positions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Lomé est devenu un port stratégique pour le Niger, pour le Burkina Faso et pour le Mali. Pour compenser la fermeture de la frontière bénino-nigérienne, c'est le Togo, c'est le port de Lomé qui a récupéré le jackpot. Et une partie même du fret qui peut remonter maintenant vers le Mali passe aussi prioritairement par le port de Lomé. Donc, il y a des intérêts géostratégiques, géotactiques, géoéconomiques extrêmement puissants entre les trois gouvernements. Voilà les raisons qui poussent en réalité Faure Gnassingbé à se rapprocher de cette façon de Poutine. Mais il faut regarder du côté de Poutine. Pourquoi Poutine fait-il cela? Pourquoi Poutine fait-il cela? J'ai donné 4 raisons du côté de Faure Gnassingbé et je vais donner 4 raisons du côté de Poutine et de la Fédération de Russie. Parce qu'il faut que vous sachiez quelles sont les intentions des Russes en Afrique. Pourquoi les Russes sont-ils
si engagée en Afrique? La raison est très claire. La Russie est très engagée en Afrique parce qu'elle a conscience que l'Afrique est le continent pivot de l'équilibre géopolitique et géostratégique de la planète en raison de son abondance de richesses en matières premières stratégiques et en terres rares. Je recommence. La Russie a procédé à une analyse scientifique de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. L'Afrique est, volontairement ou pas, elle est de facto, en raison de son immense richesse minière, naturelle, de son potentiel économique énorme, l'Afrique est le point de bascule de l'équilibre du rapport de force eurasiatique. Et cela ne date pas du XXIe siècle. C'était déjà le cas à partir au moins du XIXe siècle. Le partage colonial de l'Afrique a déterminé le rapport de force entre les puissances eurasiatiques. Vous savez très bien que ce sont les troupes coloniales africaines, mobilisées par la France, qui lui ont permis de se libérer dans le conflit eurasiatique. Vous savez très bien que au XXe siècle, et Dr Susan Williams a écrit un magnifique livre là-dessus, sur la naissance de la bombe atomique américaine. Vous savez que la bombe atomique américaine est originaire du sous-sol congolais. Tout au long du XXe siècle, les services secrets américains et soviétiques se sont affrontés en Afrique. Et ils continuent à s'affronter pour le contrôle des matières premières stratégiques qui leur permettent de fabriquer des armes stratégiques lourdes. Il y a toute une littérature à lire sur la bataille de l'uranium. Et je vous rappelle souvent une lettre écrite par Albert Einstein. Elle a été écrite au mois d'août 1939. Août 1939, c'est une lettre écrite par Albert Einstein au président américain d'alors, qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Einstein, physicien, juif allemand, émigré aux États-Unis et travaillant sur le programme de l'arme nucléaire, comme application d'ailleurs de ses recherches en physique quantique et dans la théorie de la relativité, Einstein dit ceci à Roosevelt, je résume, « Nous devons tout faire pour contrôler la République démocratique du Congo parce qu'elle a un réservoir minier d'une telle importance. Elle possède des réserves en uranium qui sont d'une telle importance qu'il ne faut pas que ces réserves se retrouvent entre les mains des ennemis des États-Unis. Nous devons donc veiller à avoir un contrôle sur la République démocratique du Congo afin de nous assurer de l'uranium congolais et de ces autres matières stratégiques qui sont utiles à notre industrie militaire. » Et Einstein d'ajouter, nous avons découvert une manière d'utiliser l'uranium pour être capable de produire des masses d'énergie considérables qui peuvent autant servir pour le nucléaire civil que pour le nucléaire militaire. Einstein, Szilard, Fermi, des physiciens au service des États-Unis, souvent d'origine allemande, polonaise, etc., sont les artisans de la première bombe atomique. Et ce sont eux qui ont trouvé la formule qui a permis de bâtir les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki avec l'uranium qui avait été récupéré dans le sous-sol congolais. Pourquoi je vous fais cette longue digression? Pour vous expliquer que Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie savent que l'Afrique est immensément riche. Ils ont donc pris le choix suivant. Collaborer, coopérer le plus étroitement avec le plus grand nombre de pays africains pour que les richesses immenses de l'Afrique ne profitent pas à l'Occident qui veut écraser la Russie. Seulement, dans cet objectif, Poutine et ses camarades ont compris qu'il faut faire différemment des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Au lieu de vouloir imposer aux Africains leur style de gouvernement, au lieu de vouloir imposer aux Africains une monnaie coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains une langue coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains des valeurs sociétales qu'ils ont récusées, la Fédération de Russie a choisi de s'appuyer sur la camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste entre les soviétiques et les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Ils ont choisi de s'appuyer sur ce que j'appelle l'histoire sainte des relations russo-africaines. C'est sur là qu'ils s'appuient pour dire aux Africains, nous ne ferons pas à l'Afrique ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, les puissances négrières du Moyen-Orient lui ont fait. Nous nous présentons comme des partenaires qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin, à condition que vous nous donniez aussi
ce dont nous avons besoin. Ce qui s'appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc il faut qu'il soit clair pour tout le monde que la Russie n'est pas en coopération étroite avec l'Afrique pour les beaux yeux des Africains. Elle est en coopération étroite avec l'Afrique parce que cela lui permet d'empêcher ses ennemis d'accumuler une puissance supérieure à elle dans le grand bloc continental eurasiatique. L'Afrique est renforcée dans son effort de souveraineté par la Russie parce que la Russie ne veut pas que l'Occident continue de spolier l'Afrique. Elle veut pouvoir avoir un allié de plus. La Russie veut faire de l'Afrique un allié fort dans le nouveau monde multipolaire qui est en construction avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil. Bref, l'ensemble des puissances qui refusent de se soumettre à la continuation de l'hégémonisme occidental. Donc, Vladimir Poutine, de ce point de vue, pratique une politique très réaliste sur le continent africain. Tout gouvernement africain qui veut coopérer avec la Russie coopère avec lui. C'est ce que j'ai observé. Poutine ne regarde pas, lui et ses compagnons ne regardent pas des histoires liées à la politique interne du pays. Que le pays soit une démocratie ou qu'il soit une autocratie, dès lors qu'il s'entend avec la Russie pour coopérer dans un domaine particulier, la Russie comme la Chine coopèrent. Et cela doit débarrasser les opposants aux régimes autocratiques africains, que beaucoup d'entre nous sommes. Cela doit nous débarrasser d'une naïveté, d'une illusion. Certains qui ne comprennent pas le jeu des relations internationales, certains qui ne comprennent pas le jujutsu politique international, auraient souhaité que la Russie s'alignât sur toutes les revendications des mouvements d'opposition aux régimes autocratiques issus du néocolonialisme français. Or, ce n'est pas la ligne de la Russie. Je pense que de tous les analystes politiques qu'on a sur la toile, je fais partie des rares à connaître maintenant la Fédération de Russie et à avoir eu l'occasion d'échanger avec les décideurs de cette fédération pour comprendre leur manière de comprendre. Il ne faut pas que les Africains se mettent à penser que les changements politiques que nous devons opérer dans nos pays, nous devons les opérer en espérant que la Russie coopère à ce que nous les réussissions. Pour le dire très simplement, la Russie n'aide personne à faire un coup d'État en Afrique. Mais si vous réussissez à faire un coup d'État et à prendre le pouvoir, que la Russie se rende compte que vous exercez réellement le pouvoir, la Russie est prête à coopérer avec vous. La Russie n'aide personne à prendre le pouvoir en Afrique. Si vous êtes au pouvoir et que vous décidez de coopérer avec la Russie et que cela correspond aux intérêts de la Russie coopère avec vous. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement de Biya au Cameroun, le gouvernement de Obiangema en Guinée équatoriale. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement d'Éthiopie. Elle coopère avec tout gouvernement africain qui accepte de coopérer avec elle sur des bases gagnant-gagnant. Donc, la politique étrangère de la Russie n'est pas alignée strictement sur toutes les aspirations populaires. Elle est alignée sur les intérêts vitaux russes. Et l'avantage que nous avons avec la diplomatie russe, c'est qu'elle ne ment pas. Comme la diplomatie française. Elle ne ment pas, la diplomatie russe. Ils disent, nous ferons avec vous tout ce qui est compatible avec nos intérêts. Pour ce qui est du duel politique interne à vos pays, débrouillez-vous pour mobiliser par tous les moyens que vous pouvez, les moyens d'imposer votre point de vue dans votre pays. C'est celui qui détient le pouvoir d'État, c'est avec lui que la Russie négocie. C'est la règle. Donc l'attitude que vous voyez, le président Poutine adoptée envers le président Faure Gnassingbé du Togo, c'est exactement celle qu'il a envers Biya au Cameroun. Moi, je suis opposant politique au Cameroun. Je vous dis que tant que des Camerounais n'ont pas renversé Biya, Poutine ne change pas sa politique avec Biya. Les accords qu'il a passés avec Biya, là, lui, il les respecte. Tant que Biya les respecte, lui, il les respecte. Ce n'est pas son problème de savoir si nous, opposition camerounaise, on peut ou on ne peut pas. Mais le jour où, au Cameroun, l'opposition camerounaise fait tomber Biya, Poutine sera prêt à négocier les intérêts de la Russie avec ceux qui auront fait tomber Biya. Voilà ce que certains de mes frères dans l'opposition togolaise sont incapables de comprendre. Parce qu'ils sont réfugiés dans une conception, comment je vais dire, complètement aérienne de la politique. Et ils ne se sont pas encore immergés dans le duel géopolitique et géostratégique international et dans ce qu'il a de dur.
Voilà pourquoi certains vont se précipiter sur leur page Facebook pour dire « Ah, Poutine soutient la dictature ». Il ne soutient pas la dictature. Il défend les intérêts de la Fédération de Russie. Ce n'est pas le rôle de Poutine de dire si c'est Faure Gnassingbé qui doit diriger le Togo. Et honnêtement, je vous parle là de discussions que moi j'ai eues avec des diplomates, des hauts diplomates, pour ne dire que cela. Russes. C'est la doctrine russe que je vous explique. Vous voulez un changement dans votre pays, le Cameroun. Battez-vous pour que ce changement ait lieu avec les forces populaires. Si vous réussissez ce changement, si vous réussissez à conquérir les attributs du pouvoir, la Fédération de Russie est prête. Elle est prête à travailler avec vous. C'est Biya qui aujourd'hui continue de détenir ses attributs. La Fédération de Russie travaille avec lui. Donc il ne faut pas que nous, opposants africains, nous, peuples africains, nous croyons que nous pouvons sous-traiter nos luttes politiques, nos révolutions politiques internes à la Fédération de Russie. Là, on va se tromper. On va aller en désillusion. Il nous faut lutter. Et d'ailleurs, la Russie ne respecte que ceux qui luttent. C'est au fur et à mesure que vous luttez qu'elle vous respecte. Donc, pour revenir à la situation togolaise, la Russie constate l'excellence des relations entre le Togo et l'AES, ce qui favorise le rapprochement avec le Togo. La Russie constate que le Togo a donné son port à l'AES, que le président togolais a refusé de s'aligner sur la posture belligérante de la CEDEAO néocoloniale. Ça, le président russe observe cela. Et dans ces conditions, il engage la coopération. Mais ne pensez pas que le président russe ne connaisse pas l'histoire du régime togolais. Il connaît toute l'histoire de ce régime-là.